Le temps effacera toutes les traces. Mais je saurai conjurer cela. Moi seul d'ailleurs, puis accomplir pareille mission. Il a été pour moi un bienfaiteur et un ami. Il est de mon devoir sacré, en hommage à ce grand homme, de ne pas le laisser sombrer dans l'oubli. Bien des années se sont écoulées depuis ce mémorable jour de Noël où Charlemagne, mon roi, a été couronné empereur à Rome. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Le 25 décembre de l'an 800, Charlemagne est couronné empereur. Alors, à l'apogée de sa puissance, il règne sur un empire qui s'étend sur la majeure partie de l'Europe occidentale. Charlemagne est le souverain le plus puissant de son temps. Même le pape lui témoigne une déférence mêlée de crainte. Un seul homme est à même de conter l'histoire de Charlemagne, son ancien compagnon de route, Éginard, l'un des plus illustres érudits de son temps. Maître Éginard, pardonnez-moi mon retard. L'heure n'a aucun sens pour toi. Il m'arrive de douter, Johannes, que tu sois à la hauteur de la tâche que j'entends te confier. J'entreprends le projet de relater en aussi peu de mots qu'il sera possible la vie privée ainsi que la vie publique et bien évidemment les hauts faits de notre très remarquable Charles, roi des Francs et empereur. Durant les 20 années passées à la cour à son service, j'ai pu gagner sa confiance et j'ai appris à garder ses secrets. Retiens bien ceci. Tout ce qui ne sera pas consigné par écrit, tu devras absolument le garder pour toi. Oui, maître Éginard. Je ferai selon vos souhaits. Dictez-moi ce que je dois écrire. Cette œuvre portera le nom de Vita Caroli, la vie de Charles. Bien des années après la mort de Charlemagne, le lettré Éginard rédige en sa mémoire la plus célèbre biographie royale du Moyen-Âge. Il y présente le souverain comme un être de lumière, un monarque surhumain. Je m'efforcerai de couper court aux digressions. Qu'en était-il vraiment? Quelle est la part de mythe et de réalité dans cet ouvrage? L'histoire débute en des temps troublés. Pépin le Bref, le père du futur Charlemagne, entend devenir roi des Francs alors qu'il n'est pas l'héritier de la couronne. Le jour se lève, Seigneur. Vous aurez veillé toute la nuit. Pépin le Bref a de grandes ambitions et il espère avoir un fils afin de pouvoir fonder une dynastie. C'est un garçon. 4 longues années s'écoulent après le mariage de Pépin et Bertrade jusqu'à la naissance en avril 748 de leur premier fils, l'héritier tant attendu. Va annoncer la nouvelle à ton Seigneur. Après son mariage, Bertrade était très inquiète à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Son statut, et surtout celui de son époux, dépendait de la naissance d'un fils. On dit qu'elle priait désespérément pour être enceinte. Puis elle a donné naissance à Charles. J'imagine qu'à ce moment-là, elle a dû ressentir un formidable sentiment de soulagement. Seigneur, c'est un garçon adorable, en pleine santé. L'avenir des Francs est en marche à présent. Mon fils sera baptisé du nom de Charles en l'honneur de mon père. Je suis sûr qu'il sera un grand homme. Que Dieu bénisse le futur roi des Francs.
Le royaume des Francs, composé d'une multitude de principautés, est régi depuis des générations par les Mérovingiens. Toutefois, Pépin le Bref, qui fait partie de la dynastie des Pépinides, dispose de bons arguments pour convaincre les princes de l'aider à renverser la dynastie des Mérovingiens. Pépin le Bref cherche à étendre son royaume. Sous la dynastie des Mérovingiens, les Francs ont conquis de nombreux territoires. Des parties de la France actuelle viennent s'ajouter aux régions de colonisation originelles situées sur les rives du Rhin et de la Moselle. En l'espace de 3 siècles, le royaume des Francs devient ainsi une grande puissance d'Europe centrale. De votre côté, abbé Burkhard, que vous a-t-on dit? J'ai entendu toutes sortes d'échos contradictoires. Je ne sais si l'on peut s'y fier. De Neustrie vient une rumeur qui dit qu'en Bourgogne et en Alémanie, des princes veulent rejoindre les rangs de Pépin le Bref, notre roi. Je vous remercie d'être venu aussi promptement. Le nombre des transfuges ne cesse d'augmenter. Le roi Childéric n'a désormais plus que de rares partisans. Il n'y aura bientôt plus aucun obstacle à mon triomphe. Seulement, sans un puissant allié prêt à prendre mon parti, les opposants n'accepteront pas la défaite. Abbé Fulrat, abbé Burkhard, que diriez-vous d'une mission à Rome? Pépin le Bref compte obtenir l'appui et la bénédiction du souverain pontife pour déposer le roi Childéric III. Mon brave abbé Fulrat, abbé Burkhard, je dois vous annoncer qu'après mûre réflexion, j'ai arrêté pour l'avenir du royaume franc une décision. Mieux vaut que la royauté revienne à celui qui possède le pouvoir, plutôt qu'à celui à qui ne subsiste plus guère d'autorité. Aussi, en vertu du pouvoir apostolique, le maire du palais Pépin sera fait roi des Francs. Votre sainteté, cette décision prise dans l'intérêt des Francs ne saurait vous desservir. Le pape était devenu pour les Francs eux-mêmes une autorité d'une visibilité sans précédent. Il semble que Pépin le Bref ait éprouvé la nécessité de trouver en dehors de la noblesse et de l'épiscopat franc une instance pour légitimer et affermir ses ambitions politiques. Il n'avait guère d'autre choix que de se tourner vers le pape. Ainsi fut fait selon les ordres du pontife romain et le père de Charles, Pépin, fut élevé au rang de nouveau roi des Francs. Quant au dernier souverain mérovingien, Pépin lui fit raser la tête et il lui imposa de finir ses jours cloîtré dans un monastère. Retourne donc à ton pupitre, Johannes. Cela faisait longtemps que les rois mérovingiens n'exerçaient plus le pouvoir. Ils n'avaient plus de roi que le nom. Ils arboraient fièrement le cheveu flottant et la barbe longue, et une fois sur le trône, ils jouaient à gouverner. Pépin allait continuer à procéder avec une grande habileté. Il fit la promesse au pape de défendre Rome contre tous ceux qui la menaceraient. Il prit ainsi le rôle de protecteur de l'Église. En contrepartie, Pépin reçut, ainsi que son fils Charles et son deuxième fils, qu'il nomma Carloman, l'onction papale qui sacre les rois. La nouvelle dynastie carolingienne compte désormais 2 héritiers au trône, Charles et son frère Carloman. Dans leur jeunesse déjà, ils se comportent comme des rivaux plutôt que comme des frères. Cessez immédiatement! Carloman, le cadet, est plus adroit et remporte souvent les duels qu'il se livre. Charles ressent certainement ses défaites comme une humiliation.
Je vous ai convoqué afin que vous soyez témoins de mes dernières volontés. Je veux partager équitablement le royaume franc entre mes deux fils. Je vous en conjure, soyez-leur aussi fidèles qu'à moi. Accordez-leur votre loyauté. J'ai divisé le royaume ainsi. Toi, Charles, tu régneras sur le nord de la Neustrie et de l'Austrie, ainsi que sur l'Aquitaine occidentale. À toi, mon cher fils, reviennent l'Aquitaine orientale, la Bourgogne, la Provence, l'Alémanie, ainsi que le sud de la Neustrie et de l'Austrie. Cette décision est sans appel. De prime abord, le partage du royaume semble équitable. Pourtant, Charles se sent lésé. Son royaume s'étire en arc de cercle autour de celui de son frère, et il doit donc effectuer des déplacements nettement plus longs pour se rendre d'une région à l'autre. La répartition voulue par Pépin est assez bizarre puisque le partage n'est pas cohérent géographiquement. Les territoires de Charlemagne entourent les territoires de Carloman. Ils ont eu chacun une partie de l'Aquitaine. L'Aquitaine était depuis les temps mérovingiens une région très prisée. Ce partage très bizarre avait certainement aussi pour raison d'être de forcer ses fils à s'entendre. Ce qu'ils n'ont pas su faire, ce qu'ils n'ont pas voulu faire, il y a certainement une rivalité pour le pouvoir suprême. La basilique de Saint-Denis abrite la nécropole de nombreux souverains francs et français depuis Dagobert Ier. Sous ces gisants de marbre blanc reposent côte à côte Pépin le Bref et son épouse Bertrade. Lorsqu'il partage son royaume entre ses fils, Pépin le Bref est loin d'imaginer que cette décision sera lourde de conséquences. À la mort de Pépin le Bref, chaque frère régna sur la partie du royaume qui lui avait été attribuée par son père. Imagine un peu, ils choisirent le même jour pour les deux couronnements. Seulement, chacun d'eux avait choisi une église se trouvant dans sa partie du royaume. Et ensuite, eh bien, l'entente entre les deux frères finit de se dégrader et la paix ne fut maintenue qu'à grand-peine. Quand les festivités furent terminées, Charles et Carloman s'engagèrent dans la lutte pour l'hégémonie. Ah, mais n'était-ce pas aussi les femmes qui, à leur habile façon, semèrent la discorde ? Ton père aurait approuvé. Cette famille est influente et riche. Ce mariage me vaudra le soutien des Bavarois et des Lombards. Cela renforcera mon royaume. Je vous donnerai vite des nouvelles. Que Dieu te bénisse, mon fils. Quelle est donc l'affaire qui revêt ton importance? Quelle force mon frère à nous rendre visite? Ne sois pas si hostile, Charles. Et réfléchis bien à ceci. Tu as beau être souverain, le pouvoir ne t'est pas acquis. Tant que tu es de mon côté, mère, je n'ai pas à craindre mon jeune frère. Je te soutiendrai toujours, mon fils aimé, tu le sais bien. Mais ne sous-estime pas ton frère. Il a des alliés puissants. Les relations entre princes étaient souvent complexes et tendues. Dans le cas de Charlemagne et Carloman, c'était indéniable. Peut-être était-ce dû au lien particulier de Bertrade avec son fils aîné. Elle a sans doute essayé de rétablir la paix entre ses deux fils lorsque les dissensions sont apparues au grand jour après la mort de leur père.
Mais à mon avis, elle avait une préférence pour Charlemagne. Mon cher roi, ne crois-tu pas qu'un héritier viendrait à point nommé? Quelle infamie si, dans ce domaine, ton frère venait à te devancer. J'ai une nouvelle qui peut t'intéresser. J'ai surpris une conversation dans laquelle Carloman disait qu'il aurait bientôt une épouse. Elle partage sûrement déjà ses nuits. Tais-toi. Tu n'as aucune inquiétude à te faire à ce sujet. Seigneur, j'arrive des environs de Duasdif. Aucune trace de l'armée de votre frère, nulle part. Ma monture! Aux frontières du royaume, une révolte éclate en 769. En pareil cas, il est prévu que les deux frères unissent leurs armées pour affronter ensemble l'adversaire. L'Aquitaine, jadis conquise par le roi Pépin le Bref, se soulève contre l'occupant franc sous la conduite de Hunno, son ancien souverain. À Montcontour, situé à 500 km du foyer de la révolte, Charlemagne attend son frère, censé l'aider à réprimer le soulèvement. Mais Carloman n'est pas au rendez-vous. En allant affronter Hunno sans votre soutien militaire, votre frère se jettera dans la gueule du loup. Tel est le plan. Il fera front seul, comme le lui commande son honneur, et celui de feu notre père. Et qu'avez-vous l'intention de faire quand Charles aura perdu la bataille? Quelle noble visite. Mais que me vaut l'honneur? Aussi loin que remonte notre histoire, les rois francs ont fait front commun. Nous avons juré fidélité à cette loi sacrée. Ne t'en souviens-tu pas? Puisque cette loi te semble si sacrée, fais comme moi, mon cher frère. Renvoie tes soldats chez eux. Tu veux peut-être que nos sujets aient une raison de rire de nous? Tu m'avais promis ton soutien. N'as-tu pas de parole? Ma foi, j'ai bien réfléchi et je me suis ravisé. À ta santé, mon frère. Tu surmonteras bien cet outrage. Ignoble traître. Tu vois, Charles, tu pourrais me tuer, tu en as la force. Ce qui te manque le plus, c'est le courage. Les raisons de la défection de Carloman restent obscures. Avait-il l'intention de placer son frère en position délicate? Avait-il scellé une alliance avec les Aquitains? Peut-être de vieilles hostilités opposaient-elles encore les deux frères. Quoi qu'il en soit, les sources existantes ne sont pas claires à ce sujet. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'à la suite de cette discorde, Charlemagne a dû faire front tout seul. Charlemagne tombe dans le piège tendu par son frère. S'il renonce au combat, ce sera un aveu de faiblesse de sa part. Mais affronter seul l'adversaire représente un risque considérable, car Charlemagne ne peut se permettre une défaite. Un roi ne reste roi que si la fortune des armes, et par là même Dieu, lui est favorable. Peut-être Charlemagne s'engage-t-il avec assurance dans cette aventure, car il dispose d'armes et de techniques tout à fait novatrices pour l'époque. C'est en tout cas ce que laisse penser un précieux document conservé à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, l'une des plus anciennes et plus vastes bibliothèques monastiques au monde. Cette magnifique salle de style baroque abrite notamment un manuscrit de l'époque carolingienne, le Psautier d'or, un précieux ouvrage enluminé. Les soldats francs y sont représentés lors d'une bataille, armés d'arcs et de flèches, d'épées et de boucliers. Pour se protéger, ils portent des cottes de mailles et des cuirasses à écailles, un équipement très sophistiqué pour l'époque.
L'armée de Charlemagne était extrêmement bien équipée. Et surtout, ce que l'ennemi voyait en premier, c'était les guerriers en armure, qui étaient terrifiants. Une équipe de chercheurs va réaliser une expérience afin de déterminer la vitesse et la force de pénétration d'une flèche au moment où elle frappe une armure. À cette fin, la flèche sera filmée au moyen d'une caméra à haute vitesse. Un buste en savon, dont la densité est comparable à celle du corps humain, fait office de mannequin. Le tireur est placé à 10 mètres de sa cible. La caméra filme la trajectoire de la flèche à 3000 images par seconde. Jusqu'au moment où elle frappe le buste. Quelle est la vitesse de la flèche? D'après nos calculs, elle atteint 45 mètres à la seconde, ce qui correspond à 162 km/h. C'est rapide. Quelle protection offrent aux soldats les cottes de mailles et les cuirasses Zaïkai? Est-ce là l'arme secrète de l'armée franque? La cotte de maille était la protection la plus répandue à l'époque. Elle était constituée d'anneaux métalliques entrecroisés. À l'origine, elle était conçue pour protéger les guerriers contre les épées et les lances. Comme l'ont montré nos expériences, elle n'était pas très efficace contre les flèches, même si elle pouvait en arrêter quelques-unes. Portée seule, elle ne suffit pas à arrêter une flèche. Mais elle absorbe si bien le choc que la pointe de la flèche est ensuite aisément amortie par le pourpoint, porté sous la cotte de maille. Les cuirasses Zaïkai, en revanche, offrent une protection remarquable, car elles font ricocher les flèches. L'armée de Charlemagne, organisée en colonnes sur plusieurs rangs, s'engage en territoire aquitain. Galvanisés par la détermination sans faille de leur chef, les Francs se lancent à l'assaut des unités ennemies. Les succès militaires de Charlemagne ont été rendus possibles avant tout grâce à l'argent. L'économie du royaume était en plein essor et disposait d'une forme primitive d'industrie qui produisait de très grandes quantités d'armes et d'armures. Seigneur, vous avez un fils. Votre épouse vous a donné un fils. Nous avons un héritier. Nous serons les Francs, toujours vainqueurs. Allez. À l'issue de cette victoire, Charlemagne se déclare seul souverain d'Aquitaine. C'est ainsi qu'il annexe le territoire qui revenait à l'origine à son frère Carloman, à la suite du partage effectué par leur père. Grâce au succès de cette campagne, Charlemagne légitime son pouvoir. Il s'impose auprès de ses hommes comme un chef de guerre capable de vaincre. C'est un gage de légitimité qui conforte sa stature royale.
Carloman le cadet n'avait peut-être pas envisagé qu'il serait éclipsé en cas de victoire de son frère. Avec le recul, on peut estimer que Carloman aurait sans doute mieux fait d'aider son frère à rétablir la paix en Aquitaine. Charles donna à son fils le nom de son père, Pépin. Il était évidemment très heureux d'avoir pris cette avance sur son frère et de pouvoir montrer par ce geste sa suprématie. Seulement, à peine quelques mois plus tard, se produisit une ignominie. Carloman eut lui aussi un garçon comme premier-né et lui donna également le nom de Pépin. C'était une grave provocation envers son aîné. Il faut savoir que durant tout ce temps, Charles a enduré la jalousie et l'hostilité de son frère avec une telle patience que cela finit par attirer l'attention. Ouais, beaucoup de personnes s'attendaient à le voir en colère et ne comprenaient pas qu'il puisse garder son calme. Il ne rendait de compte à quiconque, il réglait ses affaires à sa manière. Jusqu'au jour où il devint clair que sa mère Bertrade s'était également mise en tête de régler ses affaires, mais à sa manière à elle. Bertrade, la mère de Charlemagne, entreprend dans le plus grand secret un voyage en Italie. Son but, Pavie, où se trouve le palais de Didier, le roi des Lombards. Bertrade entend forger une alliance avec l'ancien ennemi des Francs et asseoir ainsi le pouvoir de Charlemagne. Les sources nous livrent peu d'informations sur le rôle des femmes à cette époque. Dans le cas de Bertrade, on constate néanmoins qu'elle impose une domination inhabituelle et que c'est elle qui tire les ficelles dans le domaine politique. Honorable Bertrade. Si je puis me permettre, je trouve que vous êtes une femme d'une stature remarquable. Je vous remercie, cher roi Didier. Voilà qui ouvre agréablement notre rencontre. Sachez-le, nous ne cessons pas d'être surpris par la distance entre les fiers rois de Lombardie et le royaume des Francs. Il serait peut-être temps d'initier un rapprochement. Je vous en prie, laissez-moi vous présenter ma fille Désirée. Charlemagne doit épouser la princesse Désirée afin de sceller l'alliance avec les Lombards. Le royaume de Carloman sera ainsi enclavé au milieu des possessions de son frère et pourra être contrôlé depuis le nord, l'ouest et le sud. C'est en tout cas la stratégie initiale de Charlemagne. Toutefois, le pape Étienne III voit d'un œil méfiant une alliance entre les Lombards, ennemis jurés de Rome, et les Francs, qui étaient jusque-là les protecteurs de l'Église. Le pape voit même dans la manœuvre de Bertrade la main du diable. Il décide d'écrire sur le champ au roi des Francs. Dès le paradis, Satan a agi par l'entremise d'une femme. Quand il a voulu que la loi divine soit violée, une fois encore, il recourt au même stratagème. Cette idée de mariage lui a été soufflée par le démon. Le noble et sublime peuple franc ne peut certainement pas se compromettre en s'unissant à ces Lombards perfides. C'est au nom de Saint-Pierre lui-même que je conjure Charles, roi des Francs, par l'épouvantable jour du jugement dernier, de renoncer à épouser la fille du roi de Lombardie. En dépit de l'opposition du pape, Bertrade parvient à ses fins. Charlemagne répudie sa femme, Imiltrude, qui, comme le veut la coutume en ces temps-là, est bannie et envoyée dans un couvent pour le restant de ses jours. On sait malheureusement peu de choses à son sujet. On ignore notamment de quelle famille elle était issue, même si on peut supposer que cette famille n'était pas très puissante. En effet, on n'a pas connaissance de protestation à la suite de cette répudiation, alors même que Imiltrude avait donné un fils à Charlemagne. Ce fils prénommé Pépin deviendra Pépin le Bossu. Après la répudiation de Imiltrude, on ignore ce qu'il est advenu d'elle, car les sources passent cette question sous silence.
Charles, ta fiancée a fait un long voyage. Elle voudrait te présenter ses hommages. J'espère que vous avez fait bonne route. Je vous attends pour le dîner. Ce mariage avec la princesse lombarde promettait d'être utile. Le roi des Lombards avait marié toutes ses filles à de puissants souverains, et Charlemagne s'est en quelque sorte introduit dans ce maillage de pouvoir déjà en place. Carloman décide alors de prendre l'initiative. Je sais ce qu'il me reste à faire. Notre deuxième fils recevra le saint baptême du pape en personne. J'enverrai dès demain une requête à Rome. Il n'y a aucune raison que sa sainteté n'y consente pas. Vous pourrez sceller une nouvelle alliance puissante. Mais Charles, et je ne te parle pas de Bertrade, ne voulait pas que se forme une alliance entre Carloman et le pape Étienne III. Et il réussit à l'empêcher. Ou plutôt, sa mère, devrais-je dire. Une fois de plus, Bertrade tira les ficelles et intrigua à sa manière. Tant et si bien que le pape finit par se ranger à son avis. Cela aurait plongé Carloman dans une si grande fureur qu'il aurait été jusqu'à envisager de mener ses troupes jusqu'à Rome. Jusqu'à la ville de Saint-Pierre, prince des apôtres, il voulait l'attaquer? C'est exact. Il aurait alors été impossible d'éviter que n'éclate la guerre fratricide qui couvait depuis longtemps. Seulement, la Providence en décida autrement. Les voies du Seigneur sont parfois réellement impénétrables. C'est le destin qui empêchera une guerre fratricide. À l'âge de 20 ans à peine, Carloman meurt dans des circonstances mystérieuses. La mort de ce frère détesté ouvre à Charlemagne des perspectives insoupçonnées. Promets-moi de bien veiller sur la vie de nos deux fils. Méfie-toi de mon frère comme de la peste. Ne le laisse pas leur extorquer la couronne de notre lignée. Charlemagne se proclame bientôt seul monarque du royaume franc. La mort inattendue de Carloman a été providentielle pour Charlemagne. Pour ma part, je ne suis pas certain que ce décès soit tout à fait naturel. Mais les spéculations sont une des facettes du travail des historiens. En l'occurrence, les sources sont les récits de témoins qui, dans ce cas précis, ne livrent aucun indice quant à une quelconque intervention de Charlemagne dans la mort de son frère. Gerberge, la veuve de Carloman, met en œuvre un plan audacieux.
Afin de soustraire ses fils à l'emprise de Charlemagne, elle décide de franchir les Alpes et de se réfugier à la cour de Didier, le roi des Lombards. Gerberge s'est enfuie en Italie, car elle espérait sans doute que la protection des Lombards lui permettrait d'échapper à son beau-frère, dont la puissance ne cessait de croître. Mais elle s'est trompée sur toute la ligne. 2 ans après, Charlemagne s'est lancé à la conquête du royaume lombard, et dès lors, tout espoir était perdu pour les héritiers de Carloman. Pour l'épouse de Charlemagne aussi, les jours à la cour sont comptés. Où donc est ton épouse? Elle a partagé ma table trop longtemps. C'était une erreur. Je n'aurais jamais dû accepter ce mariage. Ta belle famille constitue un allié de choix. Elle nous apporte sa puissance. Que signifie cette attitude? Elle signifie que moi, Charles, roi de tous les Francs, prendrai désormais seul toutes les décisions importantes. Et que ta Lombarde va s'en aller retrouver son peuple infect. Charlemagne a renoué avec la politique de son père et s'est détourné de celle de sa mère. Mais nous ignorons quelle a été au juste son opinion à ce sujet jusqu'en 771. Ce n'est qu'à la mort de son frère Carloman, événement qui a bouleversé la donne, qu'il a disposé d'une nouvelle marge de manœuvre. Mais ne mesures-tu donc pas les conséquences de ton geste? Tu veux déclencher une guerre? Ça ne me fera pas reculer. Mon père ne s'est-il pas battu contre les Lombards parce que le pape réclamait son soutien? Ces temps-là sont révolus. L'heure n'est plus à la guerre. Elle est aux alliances. C'est là que tu te trompes. Quelle raison a poussé ma belle-sœur à fuir chez le roi Didier, à ton avis? Elle va lui demander son soutien. Elle est partie dans l'espoir qu'il l'aidera à faire couronner ses fils à mon insu. Je ne pense pas que ta belle-sœur ait ce dessein. La guerre, mère, est engagée depuis longtemps. Et cette fois, tu n'as plus voix au chapitre. Les relations de Charlemagne avec l'Italie étaient en train d'évoluer. Il avait l'intention de sceller une alliance avec la papauté et donc de rompre avec les Lombards. De plus, il voulait se remarier avec une femme issue de l'aristocratie franque, ce qui était plus normal qu'un mariage avec une étrangère. Il projetait de s'unir à une famille puissante qui lui apporterait un soutien militaire et politique. Charlemagne, qui a depuis longtemps renvoyé Désiré chez son père, roi des Lombards, épouse alors Hildegarde, la fille d'un comte de la noblesse alémanique. Au cours des 11 années suivantes, elle lui donnera 9 enfants. Hildegarde avait de la famille dans l'ancien royaume de Carloman. Son père est ainsi devenu un soutien majeur pour Charlemagne dans cette partie du royaume. Par ailleurs, Hildegarde, qui avait alors 14 ans, avait sans doute un charme tout particulier, car elle est parvenue à s'attirer les faveurs de ceux qui s'étaient opposés à son union avec Charlemagne. C'était une reine très appréciée qui a su s'imposer à la cour, pour autant qu'on puisse l'affirmer. Didier, le roi des Lombards, entend bien répondre à l'humiliation que lui a infligée Charlemagne. Il se rend à Rome auprès du pape pour y jouer sa dernière carte. Votre sainteté, je suppose que vous avez entendu parler des mésaventures des fils de Carloman.
Vous parlez du fait que notre impétueux franc, sauf votre respect, a pris de court ces infortunés garçons en les précédant sur le trône? Charles a usurpé la couronne qui leur revenait. Et alors? Quel rôle croyez-vous que je puisse jouer dans cette partie? Votre sainteté, avec tout le respect que je vous dois, il n'y a que vous qui ayez le pouvoir de légitimer la couronne dont s'empare un souverain. Je vous en prie, sacrez chacun de ses enfants successeurs de Carloman. Ils sont ses fils. Oui, et on m'a averti également qu'ils étaient sous votre protection. Vous espérez peut-être en tirer quelque avantage. Fort bien. Je vais donc y réfléchir. Une telle décision demande du temps. En envisageant de faire reconnaître par le pape les fils de feu Carloman comme héritiers légitimes au trône, Didier a provoqué Charlemagne. Pour ce dernier, une telle provocation était intolérable, car il aspirait, depuis la mort de son frère, à être l'unique souverain du royaume des Francs. Le fait que le pape puisse conférer à d'autres prétendants un titre légitime au trône franc a certainement convaincu Charlemagne de passer à l'attaque. Au mois de mai 772, la guerre contre les Lombards semble inévitable. Cependant, l'attitude de Charlemagne envers ses neveux irrite de nombreux princes du royaume. Lorsque le roi des Francs procède à l'inspection annuelle de ses troupes, la situation est tendue. Prince Gérold, le fidèle vassal de mon défunt frère. Le vôtre désormais par la volonté de Dieu. Et aussi mon nouveau beau-frère. Allons, venez. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je remarque des absences dans nos rangs. Cela me peine. Je déplore de voir des princes francs refuser leur loyauté à leur propre souverain et donner leur approbation à un Lombard qui nous déteste. Mais laissons pour l'heure un répit aux Lombards. Allons plutôt nous occuper des Saxons. Quand Charlemagne a répudié son épouse lombarde, il savait que cela entraînerait une guerre contre les Lombards. Mais il savait aussi que dans ses propres rangs, du fait de sa mère, des voix s'élevaient contre l'idée d'une campagne en Lombardie. Il lui a fallu d'abord surmonter cette résistance avant de pouvoir lancer une offensive contre les Lombards. En bon roi guerrier, il a mis cette période à profit pour organiser une campagne contre les Saxons. Car un roi à l'époque devait sans cesse faire la guerre. C'était sa principale occupation. Pépin le Bref, le père de Charlemagne, a lui aussi combattu les Saxons en son temps. À présent, son fils reprend le flambeau. Les Saxons multiplient depuis des années leurs incursions dans le nord du royaume. Charlemagne se révèle plus radical que son père. En 772, il prend la décision de franchir la Vézeur pour pénétrer au cœur du territoire saxon. Faisant preuve d'une violence sans précédent, ses armées vont mettre à feu et à sang les villages de l'adversaire.
À la différence des Francs, les Saxons n'étaient pas chrétiens et n'étaient donc pas baptisés. Dès le départ, cette guerre avait un aspect religieux. Le paganisme était une composante de l'identité politique et ethnique des Saxons, et il fallait l'anéantir si l'on voulait soumettre ce peuple. Pour Charlemagne, l'assujettissement militaire et la christianisation de la Saxe étaient indissociables. C'étaient les deux faces d'une même médaille. Qui étaient au juste les Saxons? Comment et où vivaient-ils? Dans le massif de l'Egegebirge, en Rhénanie-Westphalie, se trouve une curiosité naturelle, les Externsteine, d'imposants rochers qui auraient été un lieu de culte saxon. Jadis, les païens de Germanie honoraient leur divinité en sacrifiant des animaux. Mais ces cavernes ont-elles été utilisées par les Saxons du temps de Charlemagne? C'est l'hypothèse que cherche à vérifier le physicien Clemens Woda. À cet endroit, ça paraît bien. On va percer exactement là où la coloration est forte. Les chercheurs ont découvert ici des traces d'incendie. Reste à déterminer à quelle époque on a fait du feu dans cette caverne. Clemens Woda espère que la datation par luminescence de l'échantillon prélevé pourra apporter une réponse à cette question. C'est l'échantillon? Oui, ça paraît prometteur. Il existe peu de documents relatifs aux rituels religieux des Saxons. On sait toutefois que dans tous les cultes païens, le feu était sacré, tout comme le sang des bêtes sacrifiées, avec lequel les prêtres tentaient d'apaiser la colère des dieux. Clemens Woda établit une datation de l'échantillon grâce à la technique de luminescence par stimulation optique. Les scientifiques déterminent de cette manière le dernier réchauffement des grains de quartz contenus dans la roche. Ces analyses demandent de longues journées de préparation et de mesure. Les résultats indiquent la présence de feu dans ces cavernes au cours d'une période comprise entre les 8e et 16e siècles, donc déjà au temps des guerres entre Francs et Saxons. En l'absence d'autres indications archéologiques, il est impossible de déterminer s'il s'agissait effectivement de feux rituels. Dans les environs, d'autres éléments indiquent l'importance toute particulière du site. Du temps de Charlemagne, c'est ici que s'élevait le légendaire Irminsul, le sanctuaire le plus important des Saxons. Ce frêne immense était leur arbre sacré. Surnommé l'arbre-monde, il soutenait, dit-on, la voûte céleste. Au XVIe siècle, un bas-relief chrétien figurant une descente de croix vient orner la paroi extérieure de la grotte principale. Un détail insolite saute aux yeux des observateurs. Il s'agit de la représentation d'une ramification comparable aux descriptions d'Irminsul qui sont parvenues jusqu'à nous. Ce bas-relief indique-t-il qu'ici se trouvait jadis l'illustre sanctuaire des Saxons? Cela expliquerait les efforts acharnés de Charlemagne pour soumettre ce territoire. Celui qui dominera ce sanctuaire dominera aussi les Saxons. C'est du moins ce qu'espère Charlemagne. Mais il ignore qu'il lui faudra livrer un combat de plusieurs décennies pour parvenir à ses fins.
Dans un instant, le coup de génie de Charlemagne pour mettre un terme à 33